présente rapidement. Donc, je suis le professeur Sylvie Audan, professeur de génétique médicale au CHU de Rennes. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, la génétique de demain, regard croisé. Ça va être très croisé, comme vous voyez. Donc, j'anime cette session avec le professeur Michel Tsimaratos, que vous avez vu ce matin, qui est directeur général adjoint en charge de la politique médicale et scientifique de l'Agence de la biomédecine. Et donc, nous avons des intervenants très experts. Donc, le professeur Damien Sanlaville, chef du service de génétique à Lyon. Le professeur David Geneviève, généticien, clinicien également, donc CHU de Montpellier. Le professeur Nicolas Lévy, généticien responsable scientifique maladies rares au groupe Servier. Et le docteur Gilles Brabant, qui est là au titre en fait, de conseiller national de l'Alliance maladies rares. Il a plusieurs casquettes, mais voilà. Donc, nous allons d'abord écouter Damien Sanlaville, qui va nous parler du livre blanc de la génétique, qui vient finalement un peu d'une commande de l'Agence de la biomédecine, au départ. Il va vous expliquer ça. Et puis après, nous allons discuter autour de 3 grandes questions. Les 3 questions étant l'impact de la génétique sur le parcours de soins, la soutenabilité, je l'ai dit, des différents aspects de la génétique, et puis l'avenir de la génétique, bien sûr. Donc, Damien, la parole est à toi. Merci beaucoup, Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me suis permis de faire effectivement cette petite introduction sur pourquoi un livre blanc de la génétique et quelques points qui portent la réflexion. Alors, hop. Donc, pourquoi un livre blanc de la génétique ? Pour le public, souvent, quand on dit génétique, enfin moi je le vis souvent, quand je dis généticien, la première chose c'est tu fais de la recherche. C'est souvent ce qui arrive. Donc tu fais de la recherche et c'est souvent ce qui est dans l'esprit du grand public. Alors certes, effectivement, il y a de la recherche en génétique, mais il y a également la profession de généticiens médicaux. Et donc on a aussi un rôle à jouer dans le cadre du parcours de soins des patients. Ensuite, la génétique a été soutenue par différents plans, les plans nationaux maladies rares 1, 2, 3 et 4, le plan cancer, le plan France Médecine Génomique, qui a permis l'implémentation du génome dans le cadre du soin, puisqu'en France, contrairement à d'autres pays, ça s'est inscrit dans le cadre du soin et justement pas de la recherche. Et donc tout cela a favorisé la démocratisation de ce qu'on appelle les examens des caractéristiques génétiques d'une personne, ECGP. Et donc, il y a de plus en plus de tests génétiques qui sont prescrits en France actuellement. Et puis, cette génétique est donc de plus en plus ancrée dans le cadre du soin. Donc, on parle aussi de médecine personnalisée, qui, je vous l'avoue, n'est pas un terme très heureux, parce que globalement, en médecine, on essaie quand même de faire de la médecine personnalisée. On n'a pas attendu la génétique pour faire de la médecine personnalisée, mais c'est des termes qui sont pris dans plusieurs publications, et certains préfèrent le terme, moi aussi, de médecine peut-être génomique, en quoi la génomique peut finalement aider dans le parcours de soins du patient, mais c'est un terme qui est souvent pris, je l'ai laissé. Quels sont quelques constats en 2025 ? Vous l'aurez compris, les demandes augmentent. Il y a de plus en plus de demandes de consultation. Souvent, malheureusement, il y a des délais de consultation qui peuvent aller de 6 mois à 1 an. Et il y a un manque de généticiens cliniciens. Ensuite, il y a de plus en plus d'analyses, et des analyses qui sont variées, puisque vous avez peut-être suivi qu'au niveau des tests génétiques, il y a eu le karyotype, mais il y a la fiche, il y a l'ACPA, il y a le PNL, il y a l'exo, enfin il y a tout un tas de choses qui se sont développées, ce qui fait qu'il y a une panoplie de tests possibles qui sont plus grands, et il faut des personnes pour interpréter ces données-là, interpréter qui sont de plus en plus complexes. Et donc il y a aussi un manque de généticiens biologistes. Et puis, une fois qu'on a des résultats, il y a le conseil génétique, puisque une des particularités de la génétique, c'est qu'il y a la personne, certes, mais aussi il y a sa famille. Et il y a un impact potentiel sur la famille. Et donc, il y a besoin de conseillers en génétique, et il y a un manque de conseillers en génétique. Néanmoins, il y a quand même 2 formations en France qui se sont mises en place et qui permettent de former plus de conseillers en génétique. Et puis, il y a aussi des inquiétudes de certains collègues. Au niveau clinique, c'est finalement la génétique... Vous devez le savoir, en neurogénétique, en cardiogénétique, en nephro, enfin dans plein de spécialités, la génétique prend une place en cancérologie. Et donc finalement, quelle est la place du généticien dans cet environnement-là par rapport aux spécialistes d'organes ?
Et puis en clinique, la place des conseillers en génétique, est-ce qu'ils doivent être dans les services de génétique? Est-ce qu'ils doivent être en dehors des services de génétique? Qui est la responsabilité des conseillers en génétique? Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et puis du côté biologique, la problématique des agréments. Parce que peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, pour signer un ECGP, donc un examen des caractéristiques génétiques d'une personne constitutionnelle, il faut avoir un agrément. Et il se trouve que les DES de génétique, donc les DES, c'est les médecins qui se sont spécialisés en génétique, qui ont une double formation, clinique et biologique, ont du mal à obtenir ces agréments. Et donc, on a un déficit, finalement, de personnes qui pourraient interpréter des analyses génétiques biologiques. Donc, les points importants qu'on essaye de développer dans le cadre de ce livre blanc, en fait, c'est il y a une croissance inévitable et massive du recours à la génétique. Elle devient incontournable dans plusieurs spécialités, puisqu'il y a un rôle, un intérêt clinique, je l'ai dit tout à l'heure, les maladies rares, l'oncologie, la pharmacogénétique qui se développe, la diagnostic prénatal, etc. Le développement des techniques, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais qui rendent finalement accessibles, et avec le plan France Génomique, le génome est accessible dans le cadre du soin. Et donc, il y a un bouleversement, une modification des pratiques cliniques qui posent des problèmes organisationnels, mais également éthiques. Peut-être on y reviendra dans la discussion. Et puis, il y a des spécificités de ces examens, puisqu'ils ont un caractère définitif. Quand on a un variant pathogène dans notre génome, il est définitif. Il est transmissible, parce qu'effectivement, on peut le transmettre à sa descendance, et puis il peut avoir des impacts psychologiques. Il y a des décisions qui peuvent être prises, et des fois, en génétique, on ne sait pas tout, et tout n'est pas génétique, mais il y a des incertitudes. Quelquefois, on voit des choses pour lesquelles on ne peut pas conclure, les variants de signification indéterminée qui créent de l'incertitude. Et puis, ces résultats peuvent influencer effectivement des projets parentaux en fonction de ce qu'on a identifié. Il y a un besoin, nous semble-t-il, d'adaptation du système de santé, avec des parcours de soins qui vont finalement intégrer cette nouvelle réalité de la génétique. Et puis, il y a la question, ça a été évoqué en particulier ce matin, des données. C'est-à-dire qu'on génère tout un tas de données, en particulier génétiques. Et dans la table ronde de ce matin, ça a été très bien exprimé, finalement, comment on gère ces données, les problèmes éthiques, comment on favorise la recherche clinique et fondamentale. Et donc, on pourra y revenir. Et puis, il y a des nouveaux enjeux qui sont celui du fait des progrès technologiques, du dépistage en population générale. Jusqu'à présent, les tests génétiques étaient plutôt faits chez des personnes qui sont symptomatiques ou qui ont un risque particulier identifié, mais pas en population générale. Et le CCNE avait, dans un avis, effectivement, éventuellement ouvert la voie à des tests génétiques en population générale, ce qui n'avait pas été retenu dans le cadre de la loi de bioéthique de 2021. Mais on voit bien qu'actuellement, les avancées, et peut-être aussi les avancées sociétales, font qu'il y a un souhait d'aller vers du dépistage néonatal avec des tests génétiques, voire des dépistages préconceptionnels qui avaient déjà été évoqués par le CCNE et d'autres organismes. Et puis, on a aussi tout un tas d'autres choses que je n'ai pas le temps de développer ici. Et puis, derrière, bien sûr, il y a la question de la thérapie. C'est-à-dire que c'est très bien de faire un diagnostic. Et donc, il y a toute la question de quelle thérapie on peut proposer chez les patients pour lesquels on identifie, en fait, une anomalie génétique responsable de leur pathologie. Et bien sûr, on a un autre point qui c'est la formation et l'innovation, donc le référentiel métier, finalement, c'est quoi un généticien? Et puis, quelle est la place de l'IA? Donc, ça ne touche pas seulement la génétique, vous savez que l'intelligence artificielle, ça touche beaucoup de domaines, et comment on s'en saisit, en particulier dans notre spécialité. Donc, ce livre blanc, je ne vais pas le détailler, je vous dis juste qu'il est en cours de rédaction, il y aura un état des lieux, il y a des besoins de santé face au développement de la génétique, et puis surtout, et Madame Jantet, directrice de l'agence de médecine, nous a demandé de vraiment mettre en avant les parcours de soins, en quoi la génétique va rentrer dans le parcours de soins, que ce soit diagnostic, prénatal, etc., avec un point sur la thérapeutique, et on a la chance aujourd'hui d'avoir une personne qui connaît très bien ça et qui pourra en parler, et puis effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un généticien et comment il s'insère dans cet environnement-là. Donc ce synoptique est peut-être difficile à lire, mais pour faire simple, en fait, et je remercie David Geneviève, que j'ai un peu modifié, globalement, on a des plans. On l'a dit, plan cancer, plan plurimarqueur, plan fertilité, etc. Et donc, en génétique, souvent, on intervient dans un parcours de diagnostic, donc soit en prénatal, soit en postnatal, soit maintenant de plus en plus en dépistage. Le dépistage prénatal non invasif, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc le dépistage en anténatal, le dépistage néonatal, le dépistage des jeunes adultes, éventuellement asymptomatiques, la question de la prévention qu'il y a derrière, et comment finalement on arrive à mettre en musique tout ça, et est-ce que sociétalement on va vers ce type d'analyse. Donc les principales orientations, mais ce n'est pas défini, et justement
l'intérêt de discussion aujourd'hui pourra faire éventuellement apparaître de nouvelles choses dans le livre blanc, c'est que la génétique reste une spécialité d'expertise clinique et biologique. On a les deux versants, le génotype, le phénotype. Il y a la place des conseillers en génétique à consolider, voir effectivement comment on les positionne dans ce parcours de soins. Il y a l'intégration de la médecine génomique dans la pratique médicale et donc finalement, éventuellement, la proposition de création de centres de diagnostic présymptomatique, donc où il y a une multidisciplinarité. La génomique pour la prévention et le dépistage, on en a parlé un petit peu. La question de la thérapeutique et de la pharmacogénétique que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui se développe actuellement. La question de l'innovation avec l'IA et les tests fonctionnels, on aura le temps d'en discuter pendant la discussion, je pense. Et puis des orientations au niveau réglementaire, puisque la génétique est une discipline qui est très réglementée, en particulier par les lois de bioéthique, financière, avec comment on valorise les tests génétiques qui sont prescrits, donc le modèle économique. Pour ceux qui sont moins au courant, il y a peu de tests génétiques qui sont remboursés actuellement. Et donc, il y a un problème économique. Et puis, éthique. Et donc, je pense, dans la prochaine révision des lois de bioéthique, il y a des sujets importants qu'il faudra mettre sur la table. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers un plan génétique qui reprend un peu toutes ces questions-là. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été si long, mais ça permettait d'avoir une petite vue d'ensemble des problématiques peut-être que nous allons aborder. Merci beaucoup, Damien. C'était parfait en termes de timing. Peut-être avant d'ouvrir formellement cette table ronde, je voudrais vous rappeler deux petits points. Le premier, c'est qu'à la fin de la session, on prendra 6 minutes pour écouter deux jeunes chercheurs qui viendront nous présenter chacun en 180 secondes leur projet de recherche. Donc, ne partez pas tout de suite à la fin de la session et votez, puisque c'est vos votes qui détermineront celui de ces jeunes chercheurs qui recevra le prix. Et la deuxième chose, c'est que dans la discussion, on fera circuler les micros. Donc, retenez votre question jusqu'au moment où vous avez un micro. Sinon, pour la retransmission, on n'entendra pas la question, on n'entendra que la réponse, ce qui serait un peu dommage. Voilà. Alors, on peut commencer. Oui. Et ce qu'on vous propose, c'est d'enchaîner peut-être les 3 grandes questions et on fera une discussion générale à la fin, en se passant le micro. Donc, nous allons interroger nos collègues sur 3 grandes questions. Donc, d'abord, l'impact de la génétique sur le parcours de soins que Damien a parfaitement introduit. Donc, avec d'abord le point de vue du généticien clinicien, professeur David Geneviève. Merci beaucoup. Donc, Damien a dit beaucoup de choses sur les modifications en fait, des outils génétiques, mais on va parler un petit peu de l'impact que ça a eu sur cette activité. Initialement, ces outils n'étaient pas faciles à mettre en œuvre et puis surtout, ils n'étaient pas pour beaucoup de personnes. Donc, on était plutôt dans une génétique science où avoir un examen génétique, c'était pour une minorité de personnes et on se basait en priorité sur l'examen clinique de la personne, une stratégie phénotype en premier. Et puis, on faisait des hypothèses, on proposait un examen génétique, ça ne marchait pas très bien. On avait des rendements très faibles. Et en même temps est apparu le concept de multifactoriel. Vous allez voir où je vais en venir. Et aujourd'hui, on a des outils de génétique qui sont beaucoup plus démocratisés et on a changé de stratégie. On voit une personne, on fait l'examen génétique. Alors bien sûr, on prend en compte les symptômes, mais c'est surtout l'examen génétique qui va nous dire pourquoi la personne est malade. Donc on est dans une stratégie génotype en premier. Et cette stratégie-là et ces nouveaux outils de génétique qui sont arrivés dans les années, on va dire, 2000, pas avant, 2010 pour le séquençage nouvelle génération, le séquençage haut débit, ont complètement changé le paysage de la génétique. On s'est rendu compte que beaucoup de parts multifactorielles des portes d'entrée clinique, je vais prendre le trouble du développement intellectuel, par exemple, c'est quand même une personne sur 40, c'est beaucoup de personnes. Avant, avec les vieux outils de génétique, on avait 6-8% de diagnostic, 10% purement environnemental, et tout le reste, c'était multifactoriel. Et aujourd'hui, on a quasiment 60% de diagnostic, toujours à 10% purement environnemental. Et qu'est-ce qui est devenu multifactoriel? Donc, on a changé plein de concepts comme ça, qui sont en train d'être changés. Par exemple, on a dit à un moment que l'autisme, c'était parce que la maman n'était pas très bien aimante de son enfant, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies monogéniques qui pouvaient donner de l'autisme, donc des maladies génétiques. Donc il y a une modification assez profonde de l'accès de ces examens génétiques qui sont devenus très démocratisés, qui sont entrés dans quasiment toutes les disciplines, la psychiatrie, la neurologie, la néphrologie, l'hématologie, le monde du cancer. Et ces outils aujourd'hui sont rentrés ou presque rentrés dans des circuits classiques des personnes malades.
et servent à orienter la prise en charge, servent à orienter le soin, servent à orienter les traitements, puisque aujourd'hui, si vous avez un cancer, on va vous faire un examen génétique qui va confirmer quel sous-type dans cette tentative de stratification avec l'outil génétique et va guider la possibilité de dire on a besoin de tel ou tel traitement. Et cette stratification par l'outil génétique, qui est utilisé par beaucoup de disciplines, est en train de changer petit à petit la prise en charge. Damien a parlé du dépistage non invasif de la trisomie 21, et cet outil a fait diminuer de 60% les amyosynthèses chez les femmes enceintes, puisque finalement, on va stratifier, guider les différents événements et différents examens qu'on peut proposer. Cet outil peut changer la prise en charge des personnes. Et surtout, la plupart des spécialistes d'organes, maintenant, vont pouvoir l'utiliser ou l'utilisent déjà pour pouvoir permettre aux personnes qui sont malades d'avoir un diagnostic de précision, de mieux comprendre la cause des maladies et potentiellement proposer des traitements. Merci David. On va redemander du coup à Damien le point de vue du biologiste. Merci Sylvie. Alors du côté biologique, ça a été dit un peu dans l'introduction, effectivement, on a une évolution des techniques. Et je vais faire peut-être en 3 points. Le premier, c'est déjà l'importance de la clinique, parce que David l'a dit, historiquement, on avait le phénotype et on avait une hypothèse diagnostique. Et passé un moment, avec le développement de ces outils, on a dit on va faire génotype first. Donc on n'a pas trop d'idées, on envoie un examen pangénomique et on verra bien quel est le diagnostic. Ça marche en théorie, mais en fait, c'est une boucle vertueuse du génotype au phénotype. C'est-à-dire que quand on analyse un exome, donc l'ensemble finalement des séquences qui codent pour des protéines, ou carrément le génome, si on n'a pas de données cliniques, en fait, on ne s'en sort pas, ou très peu, parce qu'en fait, il y a tellement de variations, je ne sais pas si vous savez, mais sur un génome, on trouve 3 millions à 4 millions de variations. Donc on a absolument besoin d'avoir des données cliniques. Et c'est pour ça aussi que se mettent en place des réunions de concertation pluridisciplinaire où il y a des échanges entre les signes cliniques, ce qu'on trouve, tiens, on a trouvé ça, est-ce que ton patient, par exemple, il n'avait pas ça, ça pourrait nous aider. Et donc cet échange devient extrêmement important. Donc oui, on a des techniques qui évoluent, des techniques qui sont de plus en plus performantes, mais on doit toujours être dans le contexte. Et deuxième chose, la demande aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas de choses, mais est-ce qu'il y a une demande parentale? Donc ça, David aurait peut-être pu le dire plus que moi, mais est-ce qu'il y a effectivement une indication avec une demande pour faire ce test génétique? Et toute la question de la prescription et des conséquences, des résultats qu'on peut avoir. L'autre point éventuellement où je voulais aller, c'est qu'actuellement, on a beaucoup de tests qui sont effectivement du domaine de la génomique. Donc la génomique, c'est sur l'ADN. Et la problématique, je le dis un petit peu, de la valorisation financière de ces tests-là. Donc, pour ceux qui sont un peu plus experts, la majorité de ces tests-là sont ce qu'on appelle sur des RIHN, référentiels innovants hors nomenclature des actes. Donc, un financement qui n'est pas finalement à la sécurité sociale, pour faire simple. Et donc, ces tests se développent et qui permettent effectivement de diminuer l'errance diagnostique. David l'a très bien dit. Finalement, le nombre de diagnostics qui sont faits, en particulier dans les maladies rares, est vraiment augmenté. Donc, il y a un service rendu pour le patient, mais aussi pour sa famille. Mais il y a le problème de la valorisation de ces actes. Et là, il va falloir qu'on ait un certain nombre de réponses. Et puis, le troisième point, peut-être, c'est qu'effectivement, on va identifier de plus en plus... Actuellement, on identifie des variations pour lesquelles on n'a pas de réponse, ce qu'on appelle les VSI, variants de signification indéterminée, inconnus, voilà. Et donc, on va être obligé de développer ce qu'on appelle des tests fonctionnels ou d'autres approches. Et donc, on va être amené, si on veut aller plus loin, pour répondre aux questions, éventuellement à développer, ça se fait maintenant de plus en plus dans les laboratoires, ce qu'on appelle de RNA-seq, donc l'étude de l'ARN. Donc là, je vous ai dit, on étudiait notre génome, l'ADN, donc on faisait de la génomique, mais on va être peut-être à passer à des études sur l'ARN, donc ce qu'on appelle la transcriptomique, et puis peut-être voir l'effet sur la protéine, la protéomique, sans parler qu'il y a d'autres dimensions au niveau génétique qui sont toute la méthylation. Donc là, je vous ai peut-être un peu noyé entre l'ADN, l'ARN et la protéine. Mais pour dire, voilà, on a beaucoup de tests qui sont faits en routine sur la génomique, donc soit les chromosomes, soit la molécule d'ADN. Mais il y a une tendance qui va être amenée à se développer sur d'autres approches diagnostiques, dont par exemple pour la méthylation, ce qu'on appelle les épisignatures. Est-ce qu'en fonction de la méthylation, eh bien, on va pouvoir identifier peut-être un type de maladie? Donc on a un variant, on ne sait pas trop quoi en penser, on regarde la méthylation, et ben ça clusterise dans un groupe de maladies qu'on connaît bien. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc, vous voyez qu'on a la question on a beaucoup finalement de tests disponibles
il faut bien prescrire le bon test. Par exemple, vous avez une suspicion de trisomie 21, ce n'est pas la peine de faire un génome. Un karyotype suffira largement à répondre à la question. L'importance des éléments cliniques et ces discussions qu'on peut avoir avec nos collègues, bien utiliser le bon test, les tests fonctionnels qui vont se développer, et puis quand même, il y a la question du financement et puis des agréments, je le répète, parce qu'on n'a pas assez de biologistes, et donc ça, c'est une question un petit peu épineuse pour nous. Merci Damien. On va y revenir dans la deuxième question aussi, les problèmes financiers. Donc maintenant, le point de vue du côté de la thérapie, professeur Nicolas Lévy. Merci Sylvie, merci Michel. Je suis ravi d'être avec vous et d'être avec mes collègues. C'est partagé. Ça faisait un petit moment où on ne s'était pas vu. Pour démarrer, je voudrais juste reprendre les quelques mots que tu as dit dans ton propos préliminaire sur la discipline de la génétique. C'est une discipline qui est effectivement éminemment transversale, non seulement en ce qu'elle embrasse l'ensemble des disciplines, hormis la génétique, discipline d'organes, mais éminemment transversale, et à mon sens, elle doit absolument le rester, dans le sens où c'est une discipline médicale, clinique et biologique. Et c'est pas seulement historique, c'est que la génétique a tellement évolué, et je crois que autour de cette table, nous sommes tous suffisamment jeunes pour avoir connu une époque où, lorsque nous voyions des patients en consultation, nous n'avions à proposer qu'éventuellement un diagnostic clinique et en aucun cas un diagnostic moléculaire pour la plupart des pathologies qui nous étaient adressées, et encore moins un diagnostic qui nous permettait de relier la maladie à une potentielle thérapeutique, ne serait-ce que même dans le contexte d'un essai thérapeutique. Ce que la génétique nous a appris dans les 15-20 dernières années, et ce qu'elle continue à nous apprendre de façon quasiment exponentielle aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une médecine qui est une médecine symptomatique, on peut passer d'une médecine qui est une médecine symptomatique à une médecine qui est une médecine qui modifie le cours de la maladie. Alors, il y a une définition assez stricte lorsqu'on parle des traitements modificateurs de la maladie, qui est une définition qui est basée sur le fait que l'on connaît le mécanisme de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas sur une thérapeutique transformante lorsqu'on est sur un traitement symptomatique. On peut être symptomatique, y compris dans une maladie génétique, alors qu'on ne touche absolument pas au mécanisme. Et tant mieux, je serais le premier heureux si j'arrivais dans une maladie génétique rare à développer un médicament qui soit un médicament absolument pas basé sur le mécanisme, mais qui soigne les patients et qui les guérit éventuellement. Toujours est-il que, malgré tout, on est de plus en plus sur une médecine qui est une médecine qui recherche la cause de la pathologie, enfin qui base son principe sur la cause de la pathologie. Et c'est vrai qu'on arrive à être de plus en plus efficace en fonction des mutations que l'on découvre, des mutations causales que l'on découvre, on arrive à être de plus en plus efficace sur le traitement par rapport au mécanisme. Alors, ça ne concerne pas seulement les molécules ou les médicaments dont on entend parler, qui sont les oligonucléotides antisense, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, les ARN interférents, les ARN tout court d'ailleurs. Ça concerne aussi la pharmacologie, la vieille, entre guillemets, pharmacologie. On traite aujourd'hui beaucoup plus de maladies génétiques grâce à ce que l'on appelle la vieille pharmacologie que grâce à des thérapies dites innovantes. L'innovation n'est pas seulement liée à la technologie innovante, c'est-à-dire ce que j'ai cité précédemment, thérapie génique, etc. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que la génétique nous aide aussi à stratifier les patients, c'est-à-dire à générer, dans une population qui nous semble globalement homogène de patients, même si on est sur des petits effectifs généralement pour les maladies génétiques, qui sont pour la plupart des maladies rares, on arrive quand même à stratifier les patients avec des sous-groupes d'individus, des sous-groupes de patients, qui, en fonction de leur mutation dans un même gène, ou qui, même pour une mutation dans un même gène, vont répondre différemment à un traitement. Et cette réponse différente à un traitement, tu as évoqué la pharmacogénomique tout à l'heure, elle est potentiellement liée à d'autres variants génétiques, et seule la génétique moléculaire peut nous permettre d'identifier ce type de variant qui va générer des variations phénotypiques et donc des variations que l'on va pouvoir adresser sur le plan thérapeutique. Le troisième point, c'est que la génétique est aussi un accélérateur de développement clinique. Vous avez certainement entendu parler des essais cliniques en petite population, mais aujourd'hui, on essaye d'être de plus en plus rapide, de plus en plus agile dans nos développements thérapeutiques en utilisant des essais qui sont des essais qu'on appelle des essais ombrelles, plus dans les traitements, plus en oncologie d'ailleurs, mais les traitements, les essais thérapeutiques dits basket, les basket trials, qui permettent en fait d'inclure plusieurs pathologies
associées généralement à un même mécanisme ou à un même gène ou à des variations différentes dans un même gène, mais qui permettent de les inclure pour pouvoir, avec un même traitement, regarder à quelle pathologie le traitement va s'appliquer avec une efficacité supérieure par rapport à une autre pathologie et avec une sécurité supérieure. Donc l'accélérateur de développement thérapeutique me paraît important. Et le dernier point que je voudrais juste mentionner, c'est le côté accès à l'innovation et accès rapide à l'innovation. Tu en as parlé, Damien, et je te rejoins à 1000%. Pour moi, il y a plusieurs points là-dedans. Il y a le premier point qui est lié au fait qu'on est dans des parfois très petites populations. Lorsqu'on parle maladie génétique, on parle maladie rare. J'ai du mal à dissocier les deux. 90% des maladies rares ou 85% des maladies rares ont une origine génétique causale. Et la majorité de ces maladies dites rares, la très grande majorité de ces maladies dites rares, sont en réalité des maladies qui sont des maladies que l'on pourrait qualifier d'ultra rares, même si aujourd'hui on parle de maladies micro-rares, nano-rares, selon qu'elles concernent moins de 30 patients dans le monde, moins de 500 patients dans le monde ou moins de 50 000 patients dans le monde. Donc on est quand même sur des tout petits effectifs, des toutes petites populations. Et se sont développés, depuis quelques années, les essais que l'on appelle les essais N of one, donc sur un patient, ou N of few, 2 ou 3 patients. Ce sont des essais qui sont aujourd'hui autorisés par les autorités réglementaires. Je n'ai pas le temps là maintenant de parler des autorités réglementaires, mais ils sont autorisés par les autorités réglementaires et ils permettent de faciliter ensuite l'accès à un essai thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir des règles du développement clinique industriel, évidemment pas. On ne va pas s'affranchir des études de toxicité, on ne va pas s'affranchir d'un développement clinique classique. Mais en tout cas, le fait d'avoir traité en urgence, parfois pour une maladie super rare, super grave, un patient, 2 patients ou 3 patients, permet d'accélérer le développement thérapeutique pour la population concernée. Et puis évidemment, le dépistage néonatal, on ne peut que se féliciter d'avoir récemment étendu la liste des maladies pour lesquelles il y a un dépistage. Mais évidemment, le débat, il est, si on dépiste, il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir être actionnable, soit en prévention, soit en traitement. Le plus bel exemple, c'est celui de la nutrophie spinale. Aujourd'hui, elle est dans le cadre des pathologies que l'on sait dépister, mais elle est aussi dans le cadre des pathologies pour lesquelles il existe des traitements, plusieurs traitements, qui sont globalement très efficaces, ou en tout cas qui ont changé la vie de la majorité des enfants qui ont été atteints. Merci beaucoup, Nicolas. Là, ton dernier exemple illustre bien la question impact sur le parcours de soins, dépister pour soigner. Donc, il est très important d'avoir le point de vue maintenant des patients, du représentant des patients. J'ai l'impression que tout a été presque dit. Moi, je voudrais reprendre une réaction de notre directrice, Martine Jantet, lors du dernier conseil d'orientation, à propos d'un superbe topo sur les neurotechnologies. Elle disait c'est fascinant, mais c'est flippant. Alors c'est un peu ce qu'on pense, nous, à l'Alliance Maladies Rares. La génétique médicale, elle est fascinante, mais elle fait flipper aussi. 25% des personnes atteintes de maladies rares attendent 5 ans pour obtenir un diagnostic. C'est exactement ce que j'ai connu avec mon épouse. On a fait du vagabondage hospitalier à droite, à gauche, d'un spécialiste à l'autre, sans avoir de diagnostic. On a eu des traitements symptomatiques sans effet, des erreurs de diagnostic. C'était très dur à vivre. Et c'est très dur à vivre pour de très, très nombreuses familles, car 5 ans, c'est long. C'est 5 ans de souffrance et d'anxiété, et de révolte aussi, parfois. Alors, il y a quelque chose à faire, évidemment, contre cette errance. Et là, la génétique, ça devient un outil en or. Pourquoi ? Il y a 7000 maladies rares. On en dépiste 16 aujourd'hui. On est des traînards en Europe. Montrés du doigt, des nuls. Donc, il faut des nouveaux moyens. Il faut s'ériger. Il faut soutenir les projets. Il y a un magnifique projet, Sylvie Audant est là, projet Périgénomède, on soutient complètement. On devait d'ailleurs avoir aujourd'hui le feu vert du financement. Il semblerait que ce soit reporté. Mais l'outil génétique, c'est formidable. Pouvoir dépister 800 gènes, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et pour nous, c'est un stop effectivement à l'errance diagnostique et également à l'impasse diagnostique. Alors, évidemment, ça fait un peu peur. Il y a les variants, il y a les mosaïques, il y a enfin, tous ces termes que les gens ignorent. D'ailleurs, si on se baladait dans la rue avec un micro, quand on demandait aux gens, vous savez ce que c'est l'ADN ? Vous savez ce que c'est un gène ?
Non, ils ne savent pas. Une mosaïque a un variant. Non, non, ils ne savent pas. Donc, comme ils ne savent pas, ça leur fait peur. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont peur. Et nous, dans les associations, on est quand même un peu acculturés parce qu'on échange, on fait venir des savants comme ceux qui sont à cette table. Et ils nous parlent, ils nous disent les choses et on en apprend beaucoup. Mais la personne dans la rue, en population, évidemment, c'est pas ça. Moi, je voudrais revenir effectivement sur le dépistage anténatal avec la chute des amyosynthèses. Personnellement, je l'ai vécu grâce à l'ADN fœtal, finalement, qui pour nous l'ADN fœtal est très prometteur. Aujourd'hui, on fait du diagnostic d'aneuploïdie, mais demain, est-ce qu'on n'ira pas un peu plus loin? Je l'espère, en tout cas. Alors, il y a ça, il y a évidemment le diagnostic préconceptionnel. Et nous, on serait hyper partisans qu'il y ait un projet pilote sur le DPC à un âge adulte, genre 20 ans. On en parlait il n'y a pas longtemps en commission diagnostique avec David Geneviève. On serait extrêmement partisans de ça. Voilà, donc, pardon. Le dépistage néonatal précoce aussi, c'est-à-dire en dehors du dépistage néonatal, il y a des âges de la vie pour lesquels on pourrait proposer un diagnostic, et y compris à un âge pédiatrique précoce pour certaines maladies. Voilà ce que je voulais dire sur le parcours de soins élargi. Merci beaucoup, Gilles. Il y a énormément de questions. Je pense qu'il y aura des débats intéressants juste après. On va peut-être enchaîner sur ce qu'on avait prévu. Donc, parler de soutenabilité. Il s'amuse parce que je n'arrivais pas à le dire quand on a préparé. Parce que c'est un mot qui n'existait pas en français. En fait. C'est ça. Et donc, Damien a déjà un peu amorcé d'ailleurs le sujet. On va reprendre un peu le même plan, le point de vue du généticien clinicien. Nos consultations sont de plus en plus longues et complexes. And so what? Merci beaucoup. Donc, on sait que les personnes malades en fait attendent qu'on puisse leur proposer des examens génétiques. On sait donc qu'il va falloir les démultiplier. Et si on prend aujourd'hui tous les panels de gènes qui existent, qui sont en train d'être traités par la HAS pour savoir s'ils seront remboursés ou pas, et j'introduis déjà une question de soutenabilité financière. Mais avant de ça, on va parler de la soutenabilité humaine, puisque ça voudrait dire que globalement, il faudrait presque faire un examen génétique chez une personne sur deux. Ça ne veut pas dire qu'une personne sur deux va avoir une maladie génétique, mais si on veut pouvoir les capter, faire cette stratification, ça veut dire qu'il faut qu'on en produise beaucoup. Et comme Sylvie l'a dit, les consultations de génétique sont déjà totalement saturées. Donc il va falloir réinventer d'autres façons de pouvoir proposer ces examens. On en parlera peut-être après sur la troisième étape, qui est comment on voit le futur. Mais aujourd'hui, le constat est que tout est en train de s'essouffler un peu. Et puis, il y a une autre difficulté qui est la soutenabilité financière pour les consultations de génétique, ou en tout cas les gens qui prescrivent. C'est que ces examens via les RIHN, dont parlait Damien, font des restes à charge extrêmement importants pour les établissements de santé. La plupart du temps, les patients, fort heureusement, n'en subissent pas les conséquences. Mais ce qui veut dire que nos examens génétiques, assez rapidement, coûtent dans les 2 000 €. Et sur ces 2 000 € seront remboursés par ces RIHN 46%. 45%, ce qui veut dire qu'il va faire des restes à charge de plus de 1 000 € à chaque examen génétique pour les personnes malades. Pour vous donner un exemple, le CHU de Montpellier en 2024, ce reste à charge, c'était 7 millions d'euros. Autant dire, c'est foutu. Si on continue comme ça avec ce système-là, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, puisqu'il va y avoir des pressions extrêmement fortes pour limiter l'accès à la prescription des examens génétiques. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On sait que les personnes sont en souffrance, ils ont besoin d'avoir accès à ces examens, on sait que ça va permettre d'accéder à une prise en charge optimisée, de ne pas avoir de faux diagnostic, de ne pas avoir de dépenses de santé inutiles, de ne pas avoir de souffrance inutile, et puis derrière, on peut proposer des traitements. Donc il faut qu'on sorte de ce système qui existe aujourd'hui, qui était celui qui existait avant, quand la génétique c'était de la science, mais maintenant c'est plus de la science, c'est une génétique médicale appliquée au quotidien. Vous avez une insuffisance rénale chronique, il faut avoir un examen génétique dans certaines situations. Ça vous évitera peut-être, si on arrive à répondre vite, de ne pas avoir de biopsie de votre rein, alors que vous êtes déjà très très malade. Et puis on pourrait multiplier les situations de ce type. Donc aujourd'hui,
le constat de la soutenabilité sur le plan humain, on est un goulot d'étranglement, ces consultations hospitalières de génétique. Il faut impérativement favoriser la prescription auprès des spécialistes d'organes qui le demandent, mais ils doivent avoir au préalable de la formation pour pouvoir prescrire ces examens qui ont quelques petites particularités. Si vous êtes malade, vous avez de la fièvre, on va vous faire un petit truc dans le nez comme ça pour faire un examen génétique, voir si vous avez un virus. Mais ça ne vous concerne que vous, ça ne concerne pas la famille. Si vous avez un cancer du sein, quand vous faites un examen génétique, potentiellement, votre sœur, votre frère va aussi, et puis votre papa, votre maman, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, on peut continuer comme ça avec l'arbre généalogique, peuvent être impactés par cette découverte-là. Donc quand on fait un diagnostic, on doit impérativement s'assurer que l'on pourra s'occuper des apparentés. Pas juste faire un joli diagnostic pour une personne et puis la famille, ciao. Donc on doit s'assurer de cette sécurisation des parcours des personnes malades, de leurs apparentés, malades ou pas malades. J'anticipe un peu la suite sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur pour pouvoir s'assurer que tout le monde, tous ceux qui en ont besoin, puissent avoir accès à un examen génétique dans le diagnostic ou dans le cadre du dépistage, et qu'on s'assure que ça soit bien fait et qu'on n'oublie pas les apparentés pour la suite. Avec un rôle important de nos conseillers en génétique aussi. Complètement. Donc, soutenabilité, tu as déjà un petit peu commencé, Damien, à en parler tout à l'heure. On est tous convaincus des évolutions technologiques révolutionnaires. And so what? Alors, so what, ça sera pour la troisième partie, mais sur la soutenabilité, effectivement, en gros, ce que dit David, c'est le bon test génétique à la bonne personne au bon moment. Et donc, nous, du côté plutôt biologique, effectivement, la soutenabilité, elle est au moins à 3 niveaux. Elle est au niveau, déjà, je l'ai déjà dit, je le mets en premier, financière. Et ça, il y a des choix, je ne vais pas faire de la politique, mais il y a aussi des choix quand même politiques sur quel argent on peut mettre, finalement, pour rembourser, à un moment ou à un autre, dans le contexte national que tout le monde connaît, et même international. Donc oui, même si les coûts ont fortement diminué, juste pour vous donner un exemple, le premier séquençage d'ADN du génome humain, ça a mis 13 ans et ça a coûté soi-disant 3 milliards de dollars. Actuellement, les génomes qui sont réalisés, les industriels disent pour 200 €, vous avez un génome. Alors c'est un peu de la triche, c'est 200 € de réactifs, mais derrière, il faut toute l'infrastructure, ça fait quelques milliers d'euros, effectivement, et je reviens. Il y a quelques milliers d'euros, mais entre 3 milliards et quelques milliers d'euros, il y a une marge quand même qui est vraiment différente. Et puis certainement que ça va continuer à baisser. Donc il y a la technologie qui va faire baisser les coûts, mais il y a la question finalement du financement de ces tests génétiques. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse du fait du contexte général, des augmentations des dépenses de santé, et ce qui pose le deuxième problème, le problème de l'équité d'accès aux soins. Et ça, en éthique, le problème de l'équité d'accès aux soins, quand le dépistage prénatal non invasif s'est mis en place, il y a vraiment eu des recommandations pour que toutes les personnes puissent avoir accès sur l'ensemble du territoire, à la fois métropolitain et non métropolitain. Et donc, dans le plan France Multigénomique, eh bien, les territoires et départements d'outre-mer ont aussi finalement eu la possibilité de prescrire des génomes. Après, il y a eu d'autres problèmes qui sont de l'ordre logistique. Mais bon, on ne va pas revenir sur le problème logistique, mais il y a cette question effectivement d'équité. Donc, quand on va développer un test dans le cadre du soin, il faut aussi se soucier à la question de l'équité d'accès à ce test. Et puis, comme l'a dit David, effectivement, dans les CHU, globalement, on a de la chance parce que pour les patients, c'est non vu, mais pour la société, ça a quand même un coût. Effectivement, c'est 7 millions à Montpellier, c'est un peu plus à Lyon, etc. Mais il y a un coût qui reste. Et ce coût-là, dans les budgets des hôpitaux, ils n'ont pas envie d'être en déficit à la fin. Et donc, quand il faut faire des budgets, du coup, on regarde où c'est qu'il y a des dépenses qui ne sont pas bien remboursées. Donc, cette question-là, elle peut paraître anodine, mais dans le développement pour répondre aux patients, effectivement, les patients, ils ont envie d'avoir une réponse. Et ça a été rappelé dans les maladies rares, il y a quand même 85%, disait mon collègue, d'origine génétique. Et les outils qu'on développe permettent de plus en plus de faire de diagnostics. Donc, il y a un service rendu, non seulement pour la personne, avec éventuellement, ça a été dit, des thérapeutiques, de plus en plus, mais aussi pour sa famille, en termes de conseils génétiques, etc. Après, en termes de soutenabilité, il y a un autre point que j'ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de personnes, les ressources humaines et les compétences. C'est-à-dire que pour pouvoir interpréter médicalement toutes les données qu'on produit, parce que maintenant, ce n'est plus le problème de produire les données.
Le problème, c'est comment on les interprète, ces données-là, et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, il faut qu'on ait des personnels, même s'il y a, on dit, un jour va nous remplacer, ben pour l'instant, on a encore besoin de personnes. Donc, on a besoin de personnes qui soient compétentes et puis qui remplissent toutes les demandes réglementaires d'agrément, etc. Bon. Et ça, vraiment, c'est une difficulté. Je ne vais pas trop développer là-dessus, parce que ça fait des années qu'on essaye de régler ce problème, on ne l'a pas réglé. De l'accès, finalement, pour les généticiens, on l'a rappelé, qui sont quand même une expertise clinique et biologique, de pouvoir interpréter des données de génome, et en plus avec la double casquette de la connaissance clinique qui s'associe à la connaissance biologique. Donc c'est ce côté ressources humaines effectivement très importante. Et si les tests se développent, et quand on parlait tout à l'heure, je reprends le dépistage néonatal ou le dépistage préconceptionnel, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de personnes que ça peut potentiellement toucher. C'est-à-dire que là, dans les maladies rares, on a déjà quand même beaucoup de personnes, et d'ailleurs les chiffres, c'est 1 personne sur 20 sera atteinte d'une maladie rare. Mais là, si on va sur du dépistage néonatal, bah, potentiellement, c'est 650 000 nouveau-nés. Donc comment on soutient ça ? On répond à la demande de façon équitable, et qu'il n'y a pas que quelques centres qui pourront répondre à cette demande-là. Et puis derrière ça, il y a aussi l'augmentation les compétences qu'on doit acquérir. C'est-à-dire que la génétique est évolutive, on découvre des nouveaux gènes, je ne sais pas si vous savez, mais toutes les semaines ou tous les mois, il y a des nouveaux gènes qui sont publiés. Donc comment on se tient à jour pour que quand on fait notre métier, eh bien, on se dise on est à jour des connaissances, et on rend quelque chose qui est bien en lien avec les connaissances scientifiques du moment, et on rend un réel service pour les patients. Donc il y a les technologies d'un côté, la production des données, et puis après il y a la soutenabilité financière, et j'allais dire la soutenabilité humaine pour pouvoir rendre service de manière équitable à l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Damien. Donc, de plus en plus de thérapeutique, mais à quel coût ? Je vais rajouter, si tu me permets, un mot par rapport à ce que tu as dit, parce que dans le cas des essais thérapeutiques ciblés par rapport à une mutation génétique, il est évident que les mutations génétiques qui sont causales d'une maladie sont, pour des maladies dites génétiques, le premier critère d'éligibilité avant d'inclure un patient dans une étude clinique, un enfant, un adulte dans une étude clinique. C'est le premier critère d'éligibilité. C'est le critère absolument indispensable, parce qu'il n'est pas question là de se tromper, c'est-à-dire d'inclure un enfant dans une étude thérapeutique qui aurait une mutation qui ne serait pas la mutation ciblée par le traitement, et inversement. De faire perdre une chance à un enfant qui aurait la mutation correspondant au traitement d'être inclus. Et donc, les études génétiques sont refaites de façon quasiment systématique à chaque fois que l'on met en place une étude clinique. Elles vont être refaites. C'est une étude de confirmation, c'est une étude centralisée ou décentralisée, ça va être refait. Ça génère un coût supplémentaire par rapport, donc ça peut être un panel, ça peut être un séquençage ciblé, mais c'est refait. Certaines agences nous demandent, et on se bat beaucoup contre ça, en tout cas pour la France, on se bat beaucoup contre ça, on nous demande parfois quelle serait la légitimité de mettre en place, en même temps qu'une thérapeutique, si elle fonctionne, un test compagnon, un compagnon diagnostic. Les compagnons diagnostiques, ça aussi, on a beaucoup appris en médecine personnalisée grâce à l'oncologie, grâce au cancer. Donc les compagnons diagnostiques, c'est souvent issu du cancer au départ. Mais aujourd'hui, dans les maladies génétiques hors cancer, on est susceptible de nous demander s'il n'est pas légitime de mettre en place un test compagnon diagnostique. Et les réseaux en France de généticiens, et je les connais bien, les réseaux de généticiens moléculaires médicaux en France, il me semble tellement, en France et en Europe, et on peut élargir évidemment, mais il me semble tellement performant et tellement efficace que je ne vois pas personnellement l'intérêt de remettre en cause ce qu'ils ont fait. Confirmer, oui, mais leur faire confirmer à eux, ça me paraît malgré tout légitime également. Mon deuxième point, donc, qui est plus sur la soutenabilité thérapeutique, c'est que là aussi, lorsqu'on parle de variations génétiques, on a développé des outils. Quand je dis on, c'est évidemment pas moi en particulier. La communauté de chercheurs internationale a développé des outils de thérapeutique ciblant des variations génétiques. On a parlé des oligonucléotides antisense, on a parlé de thérapie génique, on a parlé de thérapie par ARN interférent. Ce sont des thérapies qui, effectivement, coûtent extrêmement cher. Non pas que le développement thérapeutique par des molécules pharmacologiques ne coûte pas cher, il coûte cher également, il coûte même parfois extrêmement cher,
mais les thérapies dites très innovantes, en thérapie génique ou en antiscience par exemple, coûtent effectivement extrêmement cher. Et on a des exemples de prix. On a tous lu dans la presse, et vous avez tous lu à des moments, qu'un traitement contre la myotrophie spinale coûtait plus d'1 million d'euros par patient, une seule injection, qu'un traitement dont la drépanocytose était un traitement à 3 millions d'euros par une seule injection aussi par patient, qu'il y avait des traitements à 400 000, 500 000, 800 000 euros par malade et par an dans certains cas. Et donc, il se pose là le problème effectivement de la soutenabilité financière de ces traitements. Se pose aussi, mais je pense qu'on y viendra après, le problème de l'équité d'accès dans nos systèmes de soins, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays. La soutenabilité financière, elle est essentielle, mais je crois quand même qu'il faut se poser la question de savoir est-ce que, au niveau économique, au niveau médico-économique, quel est le coût pour la société d'une population de patients qui n'est pas dépistée et qui éventuellement n'est pas traitée ou traitée trop tard, versus la même population qui est dépistée et traitée. Il y a des études qui ont été menées dans certaines pathologies, mais en fait, il y a très peu d'études qui ont été menées, de mon point de vue, pour répondre spécifiquement à cette question-là. Et alors, évidemment, développer un médicament, ce qui coûte extrêmement cher, il faut que ce soit, et je suis désolé d'employer le terme, mais je suis désolé si je vous choque en disant ça, il faut que ce soit, je ne dis pas forcément profitable économiquement, mais il faut que ça permette d'avoir un équilibre financier pour celui ou celle ou la société, la compagnie, la biotech, la start-up, peu importe, qui va développer le médicament. Ça n'est pas une opinion politique, hein. Ça n'est absolument pas une opinion politique. Pour moi, c'est une réalité et c'est de mon point de vue évidemment, parce que c'est moi qui le dis, c'est un élément de bon sens. C'est-à-dire que si une société fait faillite parce qu'elle a développé un médicament trop cher qui n'est pas vendu, eh ben, le médicament, il ne sera pas utilisé, il ne sera pas commercialisé et il ne permettra pas de traiter les enfants. Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. Pour prévenir, autre point, excusez-moi, qui me paraît important, c'est que dans les maladies génétiques, dans les maladies rares, évidemment, comme on est sur des très petites populations, les médicaments, le coût de développement d'un médicament va être forcément beaucoup plus cher par patient, mais ça n'est pas parce que la maladie est rare que le médicament est cher. Un médicament pour une maladie rare qui a très peu de bénéfices cliniques ne va pas être accepté par les payeurs comme un médicament extrêmement cher. Un médicament cher, un médicament à des prix qui sont des prix qu'on peut estimer exorbitants et peu soutenables, ce sont malgré tout des médicaments qui vont soigner de façon beaucoup plus efficace, voire sauver des vies. Ça, c'est quand même un point qui me semblait aussi important de mentionner. Et puis, pour préserver la soutenabilité, je crois qu'il faut travailler et réfléchir à des modèles de partage de coûts, à des modèles de paiement différé, de remboursement différé, à des modèles qui aujourd'hui n'ont pas encore été complètement réfléchis, et en particulier dans les maladies rares. Je crois qu'il faut... j'ai pas de réponse aujourd'hui, évidemment, mais je pense qu'il y a des modèles innovants médico-économiques qu'il faut mettre en place, et de remboursement. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer la parole aux patients maintenant. Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Alors nous, l'Alliance Maladies Rares, on ne peut pas soutenir ce qui concerne la clinique et la biologie, ni les finances d'ailleurs. Mais par contre, on soutient le moral. On soutient le moral avec bienveillance, et ça, c'est déjà essentiel. Parce qu'effectivement, c'est des heures et des heures pour essayer d'obtenir parfois une consulte. Simplement essayer de l'obtenir, que ce soit dans un centre de compétences ou de référence, pour un conseil génétique ou autre. Donc c'est très chronophage, c'est très dur. Ça atteint le moral. Nous, on le soutient. Au sein des associations, il est vrai qu'avoir un diagnostic, c'est précieux. C'est précieux parce que on va pouvoir être mis en relation par éventuellement Maladies Rares Info Service, par Orphanet, par des amis éventuellement, mis en relation avec une association, laquelle association est très importante pour ces malades parce qu'effectivement, elle est là pour soutenir, aider, orienter. Par exemple, on en parlait récemment, c'est un truc complètement idiot au niveau traitement, mais imaginez que les enfants, ils reçoivent des comprimés d'adultes.
Alors les parents, ils ont ces comprimés adultes, mais ils ne peuvent pas évidemment donner la posologie adulte. Donc si le comprimé n'est pas sécable, ils fracassent le comprimé pour en extraire un quart, un dixième. Voilà. C'est fou ça. En France, on n'est pas capable d'avoir mis en condition des médicaments pour des formules d'enfants, de nouveau-nés. Il y a plein de choses à dire sur les traitements, mais j'étais impressionné par les travaux de David Liu sur l'édition de base et l'édition primaire, notamment qui imagine d'aller effacer des séquences nucléotidiques qui entraînent éventuellement une prémutation, voire une mutation, voire en remplacer, utiliser des ciseaux. Alors ça n'existe pas. Je crois que c'est vraiment à l'étape. Si, ça existe. 15 mai de cette année. Ah oui, bon. Bah donc ça existe, Geneviève me le confirme, mais c'est évidemment fascinant, mais à quel prix? Là, à mon avis, on va atteindre des sommets. Mais évidemment, c'est passionnant à suivre. Et effectivement, les associations, l'Alliance Média, on est vraiment hyper demandeurs de chercher vers un traitement. Les associations, elles consacrent entre 20 et 50% de leur budget pour des projets de recherche. Vraiment, les adhérents sont très demandeurs qu'on participe à des projets de recherche. Et on est fiers de ça. C'est vrai que c'est une tendance d'inclure de plus en plus les patients, les personnes malades, dans la conception des projets de recherche, parce que c'est important que ce soit justement soutenable et faisable, ces projets. Et c'est un vrai plus d'avoir les patients vraiment à la phase initiale. Rien pour nous sans nous. Voilà. Vous avez soulevé, je trouve, un point important, c'est le fait que pour rejoindre une association aussi, c'est quand même plus facile quand on a un diagnostic. Ah, oui. Quand vous n'avez pas de diagnostic, oui. aller rejoindre une association, c'est quand même compliqué. On est tout seul, oui. Très très seul. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc on va maintenant on va parler avenir, l'avenir de la génétique. Donc David, tu as commencé déjà à nous parler un peu de ta vision sur les changements du métier de généticien clinicien, beaucoup plus multidisciplinaire. Et oui, comment réussir à passer cette étape et de proposer aux personnes qui sont malades un accès facile aux examens génétiques, donc avoir un diagnostic et puis après, par la suite, pouvoir accéder au traitement. Parce que c'est vrai que aussi sans diagnostic, on ne peut pas être dans les associations de patients, mais on ne peut pas être traité non plus. Donc c'est un vrai problème de ne pas avoir de diagnostic. Et aujourd'hui, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont accès à un diagnostic. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le côté. Donc comment réussir? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Probablement, et je n'ai pas de boule de cristal qui me fait voir dans le futur, donc on jette des trucs comme ça. Donc probablement changer les parcours des personnes malades. Là, on parle de diagnostic, on ne parle pas de dépistage, on va parler de dépistage après. Et pouvoir permettre à ces personnes malades d'avoir accès à un diagnostic facile. Donc peut-être ne plus que ce diagnostic passe par les services de génétique. Encore une fois, on est trop peu nombreux, 350 médecins qualifiés en génétique, dont une partie font des examens de génétique moléculaire, donc en France. Donc vous imaginez pour 66 millions ce que ça représente. Donc on n'est pas assez nombreux. Et même si on rajoute les 350 environ conseillers en génétique qui sont un nouveau métier qui existe depuis 20 ans, et qui, si on doit s'imaginer les conseillers génétiques, c'est un peu comme les sages-femmes pour les gynécologues, donc les conseillers en génétique pour les médecins qualifiés en génétique, et ils nous rendent des services absolument incroyables, et bien évidemment des services pour les patients. Donc ce qu'il faudrait, c'est permettre au premier recours, après formation, pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils fassent de bêtises, pour qu'ils soient très à l'aise de pouvoir prescrire ces examens génétiques. La question du coût, on peut en reparler. Mais permettre une sécurisation de ce parcours patient pour être sûr que, si un diagnostic est fait, on puisse quand même les accompagner aux bons endroits, aux bons centres experts, si ce n'est pas le bon centre expert qui a prescrit, donc expert maladie rare, pour avoir accès à un diagnostic prénatal ou préimplantatoire si nécessaire. Et si cette variation n'est pas encore très claire, c'est-à-dire variation de signification incertaine, quel type d'examen on peut proposer pour aller plus loin en génétique moléculaire
Damien en a parlé, on en a un certain nombre. Comment on peut faire? Et puis, si un diagnostic est fait, comment on s'assure que les autres membres de la famille puissent avoir accès à cet examen génétique? Et puis, si les personnes ne sont pas encore malades, comment on les accompagne de façon suffisamment humaine pour que ce diagnostic pré-symptomatique ne soit pas un bouleversement total chez une personne qui ne sait pas qu'il sera peut-être malade, et peut-être d'ailleurs il ne le sera jamais. Et on a vraiment besoin d'avoir des professionnels de santé, et donc on a besoin d'avoir des structures de génétique, de parcours de génomique, accompagnés avec des spécialistes d'organes qui connaissent bien ces maladies-là, et bien sûr des conseillers en génétique qui peuvent être plus à proximité des personnes malades et des spécialistes de ville. Donc probablement réinventer un parcours pour le diagnostic. Et puis si on se dit que finalement le dépistage néonatal, c'est pas pour demain, mais dans 5 ans, 10 ans, en population en France, il faut aussi s'assurer que ces parcours des familles puissent être tout à fait sécurisés. Et puis, il n'y a pas de raison, si les bébés ils sont dépistés pour des maladies, qu'on ne dépiste pas les jeunes adultes non plus. Et donc proposer à ces jeunes adultes un certain nombre de boîtes d'éléments qui pourraient leur donner accès à une autonomie de prise en charge. Est-ce que je suis porteur d'un variant BRCA1, BRCA2? Est-ce que je veux connaître ça? Est-ce que j'ai donc une prédisposition à un cancer, une prédisposition à un problème cardiovasculaire? Et ça, c'est bien sûr selon le volontariat de la personne. Ça ne doit pas lui coûter d'argent, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Il n'y aurait pas d'équité d'accès à ces informations-là. Mais il faut pouvoir accompagner cette personne. Et puis, est-ce que j'ai des variants pharmacogénétiques? Et si je prends tel ou tel médicament, par exemple, j'ai une rage de dents, le Doliprane, ça ne marche plus. Alors, on a dit beaucoup de bêtises sur le Doliprane, donc on va effacer les bêtises qu'on a entendues sur le Doliprane. Ça ne rend pas autiste pendant qu'on est enceinte. Et si le Doliprane, ça ne marche pas, je peux prendre un opiacé, donc un truc un peu plus fort. Sauf que si je suis métaboliseur rapide, je vais me mettre à vomir partout et à être complètement défoncé. Et ça, avec la pharmacogénétique, on peut savoir, et donc on peut adapter la dose et éviter ces soucis-là. Et puis, ça peut être d'autres informations préconceptionnelles. Est-ce que je suis porteur d'un variant qui fait que si je rencontre l'autre personne du couple, la gamète, est-ce que je vais avoir un enfant avec une maladie très grave? Et je pourrais éviter ça si je le souhaite et avoir accès à un diagnostic prénatal ou préimplantatoire en fonction de ce que je souhaite, etc., etc. On a finalement plein de boîtes d'informations. Donc, comment on coordonne ces parcours de soins, dépistage néonatal ou jeune enfant ou âge adulte, toujours par rapport à cette volonté des personnes? Encore une fois, on ne veut pas forcer les gens. Comment on coordonne tout ça? On a donc besoin de structures très visibles, très repérées par à la fois le grand public, pour qu'ils ne se retrouvent pas dépendants du bon vouloir et de la bonne connaissance des personnes, et former aussi les professionnels de santé à pouvoir adresser facilement ces personnes-là dans ces structures qui pourraient être des centres de parcours de médecine génomique et de dépistage de maladies. Merci David. Tout ceci, bien sûr, n'étant pas obligatoire. Absolument selon le bon vouloir des personnes. Il ne faut surtout pas obliger les gens. Sinon, ça serait là vraiment de l'eugénisme selon la définition du CCNE. Alors, en biologie, est-ce qu'on est à l'ère du génome? Est-ce que ça va être has-been le génome, là, bientôt? Alors, sur l'avenir, j'avais envie d'aller sur 3 points. Organisationnel, technologique et la question des données. Donc, au niveau organisationnel, pour faire un cours historique, il y a l'Association nationale des praticiens en génétique médicale et puis l'Association des cytogénéticiens. En gros, on regardait des chromosomes, on regardait des gènes, et puis il y a des gens, quand on pouvait interpréter qu'un ou deux gènes, qui étaient spécialistes du gène A ou du gène B, et il y avait des réseaux comme ça d'expertise. Bon. Et en fait, avec les évolutions technologiques, maintenant, en particulier le génome, je vous passe tout l'historique, globalement, on a accès à la fois aux anomalies chromosomiques, à la fois aux anomalies géniques, et en gros, on ne sait pas sur quelle variation on va trouver dans quel gène. C'est-à-dire que moi, je ne suis peut-être pas du tout un spécialiste des gènes des cataractes ou des gènes des dystrophies rétiniennes, et puis je vais trouver un variant dans un gène comme ça. Donc en fait, la question va être, outre la compétence, est-ce qu'il faut garder des expertises dans des CHU, et la question de la production vis-à-vis du coût. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en gros des centres qui vont produire de la donnée et des personnes qui vont interpréter en fonction de compétences, ou on garde le système actuel où dans chaque CHU ou chaque grand centre, on a effectivement des gens qui sont en capacité de développer plusieurs techniques. Dans le cadre du plan France Génomique, pour ceux qui ont suivi, il y a 2 laboratoires, il y a Sequoia et Euragen.
Alors, ils n'en font pas assez, mais n'empêche qu'ils en font quand même des milliers par an de génomes. Et donc, il y aura une question de comment, dans 10 ans, on voit l'organisation de la production des données de génétique. Ça, c'est une question où moi, je n'ai pas encore la réponse, mais il y a des gens qui réfléchissent. Donc, cette question organisationnelle est importante. Effectivement, il y a la question de la production de la donnée. Et en termes de génomique, d'ADN, le génome, on y est, on y est. Et puis la question des compétences d'interprétation. La deuxième chose, c'est effectivement les innovations technologiques. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, on a parlé de génomique, mais il y a la transcriptomique, il y a les épisignatures, il y a les tests fonctionnels, il y a les mini-gènes, enfin tout un tas de choses peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui vont nous permettre éventuellement de répondre à la question, ce variant, eh bien maintenant on comprend mieux sa physiopathologie, on sait qu'il explique tel ou tel symptôme, on peut se baser dessus pour faire un prénatal, pour faire un conseil génétique, etc. Et donc la question, c'est finalement ces développements, comment ils sont financés. Et puis aussi, ce matin, il a été dit à juste titre la démocratie sanitaire. Est-ce que c'est souhaité et souhaitable par finalement la communauté, ces développements-là, et qu'est-ce qu'on en pense effectivement de ces capacités technologiques? Donc oui, on va pouvoir aller. Et est-ce que c'est le rôle des CHU? Et ça pose la question aussi de laboratoires privés vis-à-vis de laboratoires publics. Comment on répartit éventuellement les analyses? Est-ce que, par exemple, les analyses les plus courantes doivent être faites dans le privé? Je ne sais pas, ou dans le public? Qui c'est qui développe? Actuellement, c'est plutôt les CHU qui innovent et qui développent des technologies, mais le privé est aussi en capacité de le faire. Donc il y aura aussi certainement à réfléchir sur le développement d'outils dans le cadre de la génétique de demain. Et la génétique de demain, ce ne sera pas seulement de la génomique, ça sera certainement de la multiomique, donc avec différentes analyses. Et on va aller vers une complexification. C'est-à-dire que les petits pois de Mendel, ça marche super bien, c'est très bien, mais on va sûrement trouver que finalement, cette variation, plus une petite anomalie de méthylation, finalement, ça donne un autre truc. Et donc, on va aller vers certainement des nouvelles découvertes, et ça, c'est très bien, parce qu'on va mieux comprendre les choses, mais ça va demander un petit peu d'énergie. Et puis, le troisième point, c'est effectivement, je pense que vous l'avez compris, on génère beaucoup de données. Beaucoup de données, ça a été dit ce matin à la table ronde, et ces données, finalement, qu'est-ce qu'on en fait, à la fois d'un point de vue clinique et d'un point de vue recherche. Donc il y a la question, finalement, et je crois que ça a été pris ce terme par le président de la République, la souveraineté des données génomiques des Français. Il me semble qu'il avait dit ça, je me retourne, et donc, vers le président du CCNE. Et donc, il y a une question aussi politique derrière ces données-là. Et ce qu'il faut comprendre... c'est aussi la question de l'autonomie et du consentement des personnes. C'est-à-dire qu'on a ces données-là, et ces données, on peut les réinterpréter. Et ce qui est assez, des fois, difficile à comprendre pour des patients ou des personnes, c'est que sans refaire une prise de sang, on peut changer un compte-rendu. C'est-à-dire que vous faites une glycémie dans un laboratoire, votre glycémie, mettons, elle est à 6 millimoles, puis vous en faites une autre un lendemain, elle est à 6,5 millimoles, etc. Là, on l'a dit, votre patrimoine génétique constitutionnel, il va rester stable. Donc on peut interpréter à un temps T, finalement, un génome, et on va dire on n'a rien trouvé dans les connaissances actuelles. Mais 2 ans plus tard, alors qu'il n'y a pas de nouvelle prise de sang, si on reprend les données, les connaissances sont augmentées, il y aura peut-être des nouveaux gènes qui auront été identifiés comme RNU4-2, par exemple, dans la déficience actuelle, et là, sans refaire de prise de sang, on va faire un diagnostic. C'était là, mais en fait, on ne savait pas. Et donc, cette réutilisation des données à visée diagnostique, comment on le gère? Parce que vous avez compris que déjà, on n'a pas assez de personnes pour interpréter ce qui sort, et comment on réanalyse les données. Donc ça, c'est... ça fait écho. Ça fait écho que c'est un problème. et donc, cette gestion des données, effectivement, comment on les stocke, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle finalité, quand c'est qu'on les réutilise, comment on réexplique, est-ce qu'on revient aux patients, est-ce qu'on a les moyens de dire, tiens, j'ai vu dans cette publication qu'il y a ça, je vais aller regarder. Est-ce qu'il faut quand même le dire aux patients qu'on va regarder? Enfin, il y a toute une gestion aussi éthique de la gestion de ces données, et je pense que ça va être une question dans les années à venir. Merci beaucoup, Damien. Donc, l'avenir des thérapeutiques innovantes ou pas innovantes? Ou pas innovantes, enfin, ça dépend ce qu'on qualifie comme, en tant qu'innovation. Par où commencer? Des milliers de maladies génétiques, des milliers de maladies rares, un traitement pour chacune des maladies existantes, connues, identifiées, caractérisées sur le plan génétique. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une illusion, mais on en est encore loin. En revanche, les progrès qui ont été réalisés en matière de thérapeutique des maladies
génétique au sens vraiment de la mutation principale qui déclenche. Je dis principale qui déclenche parce que on a quand même appris depuis quelques années, depuis de nombreuses années, que les maladies dites monogéniques, où c'est un seul gène qui est en cause, finalement, ce concept-là, il est plus que battu en brèche. Et sinon, il n'y aurait pas de modulation, probablement très peu de modulation des phénotypes. Toujours est-il que donc, un traitement par maladie extrêmement rare ou ultra rare, c'est aujourd'hui en tout cas quelque chose qui n'est pas totalement envisageable. Ce n'est pas seulement une question de coût, c'est aussi une question de connaissance pour beaucoup de maladies pour lesquelles on ne possède pas la connaissance nécessaire et suffisante pour développer. En revanche, on a quand même un avantage dans nos domaines, c'est qu'on a pu démontrer depuis assez longtemps que lorsque l'on s'intéresse à une pathologie qui a un mécanisme donné en fonction d'une variation génétique connue, très souvent, cette maladie va avoir des proximités physiologiques, des proximités pathophysiologiques, mécanistiques, avec d'autres pathologies plus nombreuses, avec des patients plus nombreux parfois, et qu'un même traitement peut s'appliquer ou pourrait s'appliquer, avec des bénéfices plus ou moins forts, à d'autres pathologies. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on travaille sur les extensions d'indications par rapport à une maladie génétique donnée. Mais pour ça, il nous faut les données. Il nous faut effectivement les données, et je te rejoins là-dessus. Données générées, comment, par qui, stockées, comment, disponibles, partagées, partageables, ce qui est un sujet évidemment majeur pour nous. Je voudrais... alors je ne sais pas si je vais répondre totalement à la question que tu m'as posée, Sylvie, mais c'est peut-être pas grave. Tu me diras après si c'est grave ou pas, de toute façon. Mais comme c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui décide. Je voudrais parler un peu des besoins médicaux. On parle beaucoup des besoins médicaux et de la couverture des besoins médicaux. C'est un sujet qui est évidemment essentiel. Quand on parle de ça, on parle de couvrir un besoin médical au sens d'un symptôme, généralement, que l'on veut atténuer ou idéalement supprimer, ou une maladie que l'on veut guérir. Donc couvrir des besoins médicaux, ça se réfère très souvent à ça. J'aime mieux personnellement, et j'essaie de vous répondre par rapport à ça, de rebondir sur ce que vous avez dit, que je trouve vraiment intéressant. Je préférerais personnellement que l'on parle de la couverture des besoins des patients, et pas seulement des besoins médicaux, parce que dans la couverture des besoins des patients, me semble-t-il, il peut y avoir le changement d'une forme galénique. Et en particulier pour la pédiatrie, pour les enfants, c'est pas un sujet anecdotique, hein. Le changement d'une forme galénique et le passage d'une forme de comprimé adulte à un sirop pour les enfants, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui va changer la vie des enfants, potentiellement, et qui va couvrir un besoin patient. Donc ça, je trouve qu'il faut évidemment s'y intéresser. La place des patients, alors là, je suis aussi, j'espère, assez bien placé pour en parler, parce que pour nous, et on n'est pas les seuls, hein, loin de là, mais la place des patients, elle est importante et les patients sont avec nous sommes avec les patients, les associations, dès que l'on imagine un programme que l'on pourrait lancer. C'est-à-dire que c'est pas seulement au moment où on a lancé le programme où on se dit « Ah ben tiens, il faudrait prendre contact avec l'association un tel ou l'association un tel ». Non. On réfléchit à lancer un programme qui n'est pas encore, ou qui n'est encore qu'un clin d'œil dans nos yeux. Et à ce moment-là, on se dit avant de lancer le programme, on va quand même contacter les associations pour comprendre la maladie, pour savoir quels sont les besoins les plus prégnants qu'il faudrait couvrir avant de lancer le programme. Parce que si on veut lancer un programme avec une molécule qui va couvrir potentiellement un symptôme sur une pathologie, mais que ce symptôme n'est pas le symptôme le plus important, on va peut-être y réfléchir à deux fois, ou en tout cas, on n'y réfléchira pas tout seul, on y réfléchira avec les associations. Mon avant-dernier point, je me suis pris des notes pendant que je t'écoutais, c'est pour ça que je regarde un petit peu ma page. Mon avant-dernier point, je pense, c'est la prise de risque. C'est la prise de risque. Dans les maladies génétiques, lorsque l'on veut développer de la thérapeutique, évidemment qu'on se doit de prendre des risques en tant que développeur de thérapeutique clinique. Mais là aussi, on ne peut pas se passer de l'avis et de l'aval des personnes qui sont les plus directement concernées, c'est-à-dire les patients et l'avis des associations, parce que là encore,
les risques, ils sont, je ne dis pas partagés, c'est pas vrai, mais ils sont encore davantage pris par les personnes malades que par les gens qui vont développer. Parce que nous, finalement, quand on va développer un médicament, on a tellement de garde-fous, on a tellement de régulateurs, on a tellement d'agences qui vont surveiller ce qu'on fait, qu'à partir du moment où on est autorisé à passer en phase 2, à passer en phase 3, à partir du moment où on est enregistré, si on s'est planté quelque part et que personne ne l'a vu, ceux qui vont prendre les risques, c'est les malades. Donc les risques sont évidemment des risques qui sont de tous les côtés. Mais en tout cas, si on a une aversion au risque, il ne faut pas faire le métier qu'on fait, ça c'est sûr. Mais voilà, les risques sont, je pense, partagés. Et le dernier point, c'est l'accès précoce aux thérapeutiques en fonction des mutations génétiques, des variations génétiques. On en a parlé dans le cas du dépistage. Il y a un point qui me semble intéressant de partager, c'est le contexte du diagnostic présymptomatique. Pour beaucoup de maladies qui sont des maladies transmissibles, héréditaires, génétiques, dominantes en particulier, on est, lorsque la pénétrance est complète ou quasi complète, on est quasiment certain que les enfants qui vont devenir des adultes pour une maladie de l'adulte vont développer la maladie. La question, si nous disposons d'un traitement pour cette maladie-là, et que nous savons, et c'est généralement le cas pour beaucoup de maladies, en particulier des maladies neurologiques, si nous savons que le traitement ne va être efficace que s'il est administré à un stade très précoce, après le déclenchement des premiers symptômes, voire avant, c'est à quel moment traiter. La seule question à laquelle aujourd'hui on ne sait pas répondre pour beaucoup de maladies qui sont des maladies dites par anticipation, c'est la question de savoir à quel moment la maladie va se déclencher. Alors pour certaines pathologies, on peut à peu près le dire, on peut à peu près le définir. La génétique nous a appris à le définir à quelques années près, en tout cas. Pour d'autres maladies, on ne le sait pas. Mais si on pouvait être autorisé, dans certains cas, à traiter, lorsqu'on dispose d'un traitement, beaucoup plus précocement des personnes qui sont porteuses d'une mutation qui va entraîner la pathologie, ce serait quelque chose, ce serait un progrès évidemment formidable, et je pense que c'est une voie de recherche qu'il faut absolument aujourd'hui ouvrir davantage et sur laquelle il faudrait s'engouffrer davantage. Merci Nicolas, je pense que tu as quand même répondu à pas mal de questions. Le point de vue du patient sur cet avenir de la génétique, est-ce qu'on va vers une disparition de l'errance et de l'impasse diagnostique ? Le rêve. Non, mais il y a plein de choses qui ont été dites, effectivement, très, très intéressantes. Et puis, ça donne envie d'avancer, mais avec prudence et transparence. Je crois que la transparence est absolument nécessaire, parce que si les chercheurs ne sont pas transparents, les gens vont prendre peur. Et la prudence, c'est de recourir justement à des avis, y compris des associations de malades, y compris en population. Il n'y a pas que, je pense que l'opinion de la population sur ce qui se passe est également très très important. Alors moi, au sein de l'Alliance Maladies Rares, on a fait récemment un plaidoyer. Il y a un truc qui est arrivé complètement en tête avec du 100% d'intérêt, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors, avoir un spécialiste, c'est pas évident. 2 ou 3, c'est vraiment très compliqué. Mais il y a une demande énorme de RCP parce que effectivement, comme on l'a souligné, un généticien sans clinique, c'est un risque d'erreur important, notamment pour interpréter des variants. Donc là, on est effectivement très, très intéressé à ce que ne soit pas oublié ce chapitre des réunions de concertation pluridisciplinaire. Je vous rassure, on en fait beaucoup. Oui, hein. Oui. Et les généticiens, c'est quand même compliqué parce que justement, on est complètement transversaux. Et participer à toutes les RCP dans lesquelles on devrait être, c'est quand même sport. Ouais. Et vous le faites, par exemple, sur des variants, vous concertez beaucoup sur tout le temps, toutes les semaines. Ouais, ça, c'est super. Plusieurs fois par semaine. Oui, donc vous connaissez tous comme des amis. Bon, on est des amis. Ok. Il y a un truc, moi, qui me passionne aussi, mais je crois que en dehors des comprimés qu'on fracasse pour les enfants, c'est David Geneviève qui nous en parlait dans notre dernière commission diagnostique, c'est la pharmacogénétique. Alors, je découvre un peu ça, mais je trouve ça extraordinaire. Ça fait longtemps que je pense qu'effectivement, au cœur du traitement, c'est l'individu, et chaque individu est différent, a un métabolisme différent.
Un insuffisant rénal, on ne va pas lui filer la pause complète. Un enfant non plus. Donc, aux différents âges de la vie, il y a déjà quelque chose à considérer. Mais la pharmacogénétique, c'est plus complexe encore, entre les métaboliseurs lents, rapides, ultra rapides, qui font qu'un même médicament aura un effet complètement différent selon sa génétique pharmaco. Et puis enfin, oui, je lisais net, et puis je voyais que dans une salle parallèle, il y a un truc sur la gamétogénèse in vitro. Gamétogénèse in vitro, c'est-à-dire on peut vous prendre une cellule sur la peau et vous sortir un ovocyte ou un spermatozoïde. Donc ça, alors ça peut être génial pour les hommes azoospermiques, vous savez, qui n'ont pas un spermatozoïde dans leur éjaculat. Ça pourrait les aider à concevoir avec leur patrimoine génétique. Pour des jeunes femmes aussi, celles qui sont éventuellement privées de gamètes. Donc plein d'avenir là-dessus, mais que d'inquiétude, parce que si on fait pas gaffe, ça peut aller très loin. Donc prudence et transparence. C'est mon mot de la fin pour l'association. C'est un super mot de la fin. Donc c'est pas la fin parce qu'on va enchaîner sur les questions et essais de réponse de la salle. Oui. Bonjour, moi je me pose beaucoup de questions là, avec cette journée. Je suis médecin biologiste en AMP à Lille. C'est vrai que moi je me pose là la question de l'avenir de la génétique où on voit toutes ces avancées technologiques. Déjà les difficultés qu'on a face au... En fait on voit plein de choses qu'on ne sait pas forcément interpréter, qui demandent du temps, de croiser beaucoup d'informations et que déjà c'est difficile. L'avenir qui est légitime que demandent les patients globalement, ça va se tourner vers le dépistage, je pense, important, massif, pas forcément ciblé ou moins ciblé en tout cas que maintenant. Et du coup, on va devoir recevoir en consultation en parcours de prise en charge thérapeutique. Nous, moi je suis en infertilité du coup au labo. Des patients qui sont pas malades, pas symptomatiques, mais qui vont être porteurs d'un risque qu'il va falloir expliquer, etc. Nous, on voit ça, par exemple, quand même pas mal avec les prémutations du gène FMR1. Donc, des femmes jeunes qui sont pas malades, qui se sentent pas du tout malades, qui viennent pour infertilité, parfois d'origine masculine. Donc, on découvre complètement fortuitement que, en fait, la femme est porteuse d'une prémutation. Et nous, c'est vrai que ça me pose vraiment un problème éthique parce que dans la prise en charge, donc, ces femmes ont l'information par leur médecin, gynécologue, qui est compétent, qui est spécialiste, qui leur explique, grosso modo, les résultats, qui les envoie au plus vite en consultation génétique, qui est indispensable pour la suite. Mais c'est vrai qu'on en a eu plusieurs ces dernières années, et en fait, au bout de quelques mois, voire quelques semaines, comme il y a une réserve ovarienne, on sait qu'elle va s'altérer ou elle est déjà altérée, elles ont bien pris la mesure de ce risque-là des ovaires qui sont fatigués. Et en fait, elles veulent vite faire leur prise en charge. Donc elles sont informées, c'est les couples qui décident s'ils veulent continuer en intraconjugal, faire éventuellement du DPI. Mais bon, nous on est à Lille, il n'y a pas de centre, donc ça implique quand même, il y a à peu près 2 ans d'attente dans beaucoup de centres en France, enfin les 4. Et donc là, à chaque fois, les dames ont dit go, on y va. Et puis en fait, on n'y arrive pas. Parfois on y arrive, donc le risque, je me pose la question de est-ce que ces couples-là qui sont en souffrance de l'infertilité, qui ne sont pas symptomatiques, prennent la mesure et entendent vraiment le conseil génétique qui leur est délivré. Le risque, en plus, c'est un risque qu'on leur donne qui est dur à chiffrer. Bon, un garçon, une chance sur 2, une fille, une chance sur 2, on ne sait pas trop. C'est dur, je trouve vraiment. Enfin voilà, ça me pose vraiment un problème. Je trouve ça difficile, vraiment. J'ai presque envie de donner la parole au patient, là, directement, surtout qu'il est complètement concerné. Complètement, puisque je représente au sein de l'Alliance le Fragilix France. Donc j'ai 2 enfants qui ont une mutation complète. Et effectivement, c'est pas léger. Le retard mental qui l'accompagne, l'X fragile, il est lourd, très lourd. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Moi, je pense que
On s'est d'ailleurs récemment prononcé fortement en faveur du diagnostic préconceptionnel pour véritablement l'étude McKenzie en Australie. Elle montre que 76% des gens ont fait une modification de choix reproductif suite à ce diagnostic de prémutation. Ils ont d'ailleurs été étonnés dans cette étude de voir qu'il y avait autant de prémutations X fragiles, plus que de mucoviscidose. Mais donc, effectivement, il y a des choses sur lesquelles il faut avancer et pouvoir offrir des choix aux gens, parce que bon, nous, on a un premier enfant qui va bien, un deuxième qui a un X fragile. Il faut quand même 2 ans pour réaliser que ça va pas fort, qu'il a des troubles autistiques, qu'il a des troubles du neurodéveloppement et qu'il sait pas parler. Donc, et puis après, bon, on galère. Ça a duré 5 ans. Mais on aurait bien aimé avoir un diagnostic pour peut-être faire un choix reproductif et éviter d'avoir un 3e enfant. Moi, au sein de l'association, je vois beaucoup de gens qui ont plusieurs enfants concernés par l'X fragile. Et c'est pas des enfants faciles à gérer. On pourrait en parler pendant des heures de l'X fragile parce que c'est vraiment emblématique dans nos consultations, surtout qu'il y a le phénomène d'anticipation avec l'aggravation de génération en génération. Mais on va peut-être prendre une autre question ou commentaire. Merci. C'est plus peut-être un commentaire, en effet, sur les coûts de l'analyse génétique. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, quand les premières machines Illumina sont arrivées sur le marché, il a fallu batailler pour que 4 machines soient achetées en France. L'Académie des technologies que je présidais à l'époque a beaucoup lobbyé pour aider à ça, et le CEVA a été en effet obligé de franchir le pas. Très bien. Aujourd'hui, ce genre de machines se sont encore beaucoup améliorées, avec un coût, vous l'avez mentionné, qui devient presque négligeable par rapport à l'ensemble qu'il faut mettre autour pour faire marcher la machine et pour en sortir des données. Moi, je regarde ça avec la mise en place de toutes les études avec l'intelligence artificielle, et je ne peux pas m'empêcher de penser que demain, ça va être encore meilleur marché. Encore faut-il, bien sûr, que l'ensemble de la communauté se mette autour de la table pour définir quels sont les points clés, quelle est la formation des personnels qu'il faut mettre, etc. Vous avez souligné, bien sûr, et on vous rejoint tout à fait là-dessus, la difficulté de faire valider les connaissances et tout ce qu'il faut pour autoriser un certain nombre de personnels médicaux pour devenir généticien. Je crois que, comme toujours dans ce genre de choses, c'est le nombre qui compte. Rappelez-vous que quand on a inventé la voiture, les voitures coûtaient extrêmement cher. Aujourd'hui, les voitures coûtent finalement, par rapport au coût de l'époque, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, il y a derrière tout ça un équilibre qu'il faut trouver. Le problème, c'est qu'évidemment, rien n'est jamais stable dans ce bas monde et qu'il faut définir des étapes. Bon, ça, c'est le premier point. J'avais un autre commentaire qui, je crois, mérite d'être un petit peu réfléchi, et peut-être que le professeur Lévy aura quelques idées là-dessus. Je suis frappé par le fait que le gouvernement américain a décidé, et il l'avait déjà annoncé à la première présidence du président Trump, de vouloir baisser le prix des médicaments aux États-Unis de façon très importante. Je sais bien sûr que les grands groupes américains, mais pas que, sont très inquiets sur cette politique, mais il faut bien se rendre compte que si c'était vraiment le cas, ça changerait considérablement la façon de voir les choses. Alors, on en discutait avec des venture capitalistes pas plus tard que lundi, et apparemment, on commence même à voir, au niveau des levées de fonds des start-up américaines dans le domaine, un effet tout à fait significatif qui va dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de start-up. Alors, en France, c'est déjà connu, tout ça.
pour d'autres raisons d'ailleurs, mais qu'importe. Mais aux États-Unis, on commence à le voir simplement pour des raisons comme ça, c'est-à-dire que les financiers ne veulent plus mettre d'argent sur des affaires trop risquées, parce qu'ils disent, on nous promettait en effet un système qui allait coûter 1 million par tête de pipe. Si demain ça coûte 100 000 euros, avant qu'on soit rentré dans nos sous, voilà. Merci pour votre commentaire. Sur votre deuxième commentaire, juste un tout petit rebond de ma part. Vous avez tout à fait raison. C'est une tendance qui est claire, qui est nette, et qui est aussi accélérée par la politique américaine en ce moment, par la politique de santé américaine. Je veux dire, on ne peut pas avoir à la tête du ministère de la Santé américain un complotiste anti-vax et en même temps se dire qu'on va développer des médicaments pour les maladies les plus rares avec une équité d'accès proposée à la médecine et aux soins pour la plupart des patients qui en ont besoin. Et donc, forcément, tout ça fait perdre beaucoup la confiance des investisseurs. Si on peut moins développer, si on peut moins mettre sur le marché, ce qui est le cas aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires qui a été éjecté des structures de validation et de régulation fait qu'on a beaucoup moins aux États-Unis qu'avant l'accès au traitement. Donc, forcément, la confiance des investisseurs se perd. Merci beaucoup. Juste un commentaire. Sur les technologies, vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a toujours cet effet de il faut faire le premier investissement, puis après, ça se démocratise. Une difficulté, c'est que si on fait un choix technologique, souvent les industriels vont augmenter aussi leur capacité. Vous avez cité une société qui n'arrête pas effectivement d'améliorer effectivement leur machine de séquençage et donc qui a des coûts aussi plus chers. Et puis la société que vous avez citée fait du séquençage de deuxième génération, mais il y a d'autres sociétés maintenant qui vendent du séquençage de troisième génération. Et puis peut-être qu'on va aller à la quatrième génération. Donc vous avez tout à fait raison. Et après, il y a aussi cet engrenage de on peut toujours faire mieux et puis ça va relativement vite. Donc quand on fait un investissement qu'il faut le rentabiliser, et d'ailleurs dans les hôpitaux c'est souvent ça, ils disent un amortissement sur 8 ans. Mais nous, en 8 ans, il y a déjà eu deux générations qui sont passées, quoi. Merci Damien pour ces précisions, merci beaucoup. Alors on arrive au moment des posters, mais je ne sais pas si on peut trouver une conclusion à une table ronde comme celle-ci, parce que la question qu'a posée Jules Brabant au début de son intervention, c'était c'est flippant. Je ne sais pas si c'est flippant. Ce que je crois, c'est que oui, les parcours de soins vont être profondément modifiés par la génétique. Ils ont déjà commencé. On va s'intéresser. Il y a des gens qui vont rentrer dans les parcours de soins plus tôt qu'avant. Il y en a qui ne devaient pas rentrer, qui vont rentrer. Donc oui, c'est quelque chose que l'on voit arriver. La soutenabilité, ce n'est pas qu'une affaire financière. J'ai bien entendu que l'impact sur les ressources humaines, l'impact sur l'entourage, les aidants, c'est aussi une question de est-ce soutenable ? Et finalement, on se pose toujours la même question. Combien suis-je prêt à dépenser de plus pour avoir mieux ? Ou à quoi suis-je prêt à renoncer pour faire un peu d'économie ? Et on en revient à ça, mais pas seulement sur le prix, puisque finalement, on voit bien que le prix des séquenceurs baisse. Ça ne veut pas dire que le coût pour la collectivité baisse. Et quand je repense à tout ce que vous avez dit, qui était vraiment très riche sur la thérapeutique, en fait, mieux connaître les maladies, mieux connaître l'environnement des maladies, mieux connaître l'impact de l'environnement sur l'expression de nos gènes, eh bien, ça nous ouvre aussi un certain nombre de portes pour la thérapeutique, pour lesquelles je crois que j'ai compris qu'on peut aussi réutiliser d'anciennes molécules qui sont beaucoup moins chères que de développer un nouveau process. Et notre rôle, nous, les professionnels de la santé, les professionnels de la santé au sens large, pas que des soins, eh bien, ça sera d'intégrer l'ensemble de ces éléments pour faire en sorte que le changement dans les parcours de soins, la diversité des thérapeutiques, mais aussi la façon dont collectivement on engage nos ressources dans cette véritable transformation et dans cette véritable évolution, eh bien, c'est ça notre vraie mission. Et on doit tous s'intéresser à ça. Les généticiens sont en première ligne, mais moi, j'ai beaucoup aimé quand David Geneviève a dit que tous les spécialistes d'organes et tous les soignants devront s'intéresser à ça, parce que c'est ça qui va nous amener à transformer collectivement
le parcours de soins et à collectivement rendre cette idée bonne, c'est-à-dire faire en sorte que le progrès bénéficie à tous, pas seulement dans sa dimension coûteuse ou coûteuse sur le plan humain. Et donc, peut-être ces mots pour clôturer cette table ronde et remercier tous les gens qui étaient là. Et puis, je vous encourage à sortir vos portables pour accueillir en tout premier et écouter en 180 secondes Sylvestre Cuinat. Alors, je ne sais pas où il est, Sylvestre. Voilà. Sylvestre est étudiant et doctorant à Lyon. Il travaille au centre de recherche en neurosciences INSERM U1028 et il va nous parler de l'élargissement du spectre clinique des RUN4. Voilà, tu as 180 secondes, Sylvestre. Bonjour et merci pour l'opportunité de présenter ce travail. L'épissage mineur, le spliceosome mineur, est une machinerie responsable de l'épissage d'un sous-type d'intron. La bimolécule U4-ATAC, U6-ATAC est responsable de son activité catalytique. Et depuis 2011, des variants bialliques dans RNU4-ATAC ont été successivement associés à 3 syndromes. Le premier d'entre eux, le plus sévère, le syndrome de Taby-Linder, caractérisé par un anisme microcéphalique avec malformation cérébrale et un décès précoce de cause méconnue. Les syndromes de Roifman et de Lori-Wood associent à des degrés divers une microcéphalie, une petite taille, des anomalies rétiniennes, squelettiques et une immunodéficience dans le cas du syndrome de Roifman. Il s'agit de maladies ultra rares puisque, au total, environ 100 patients ont été rapportés dans la littérature jusqu'à présent. Pour aller plus loin dans notre connaissance de ces pathologies, nous avons passé des appels à collaboration nationales puis européens grâce aux plateformes Andira et Ithaca, ce qui nous a permis de collecter les données pour 69 patients, dont 67 nouveaux patients. Comparativement à la littérature, nous observons dans notre cohorte plus de formes Roifman avec immunodéficience, volontiers atypiques et atténuées, aux dépens des formes classiques sévères reconnaissables type Taby-Linder. Ceci s'explique par une évolution dans l'approche diagnostique. Le diagnostic génétique est moins souvent ciblé et plus souvent pangénomique. En effet, beaucoup de patients ne présentaient pas les symptômes cardinaux et étaient difficiles à classer cliniquement. D'autres patients présentaient des nouveaux symptômes, rares, voire même sporadiques, mais pouvant constituer de nouvelles portes d'entrée. Et surtout, au-delà de l'immunodéficience, nous observons un large spectre de maladies auto-immunes affectant presque la moitié des patients. Et, à l'extrémité de ce spectre, on se pose la question de variants de RNU4-ATAC qui pourraient finalement être des facteurs de risque isolés de maladies infectieuses ou auto-immunes, sans autre comorbidité clinique associée, à la frontière de la médecine prédictive. Au total, 53 variants différents ont été observés et dans notre cohorte, nous avons pu voir 17 nouveaux variants. Pour 9 patients avec nouveaux variants, nous avons pu réaliser du RNA-seq et sur lignée lymphoblastoïde. Et cette analyse montrait des rétentions massives d'introns en faveur d'une dysfonction du spliceosome mineur, ce qui prouve que le RNA-seq semble être un outil efficace pour attester de la pathogénicité des nouveaux variants dans RNU4-ATAC. L'ensemble de ces variants nous permet d'avoir un regard plus clair sur la corrélation génotype-phénotype et plus d'informations sont disponibles dans le poster. Donc, merci à vous. Bravo Sylvestre. Merci beaucoup. Sylvestre Cuinat, exemple de omic. Un exemple d'omic, effectivement. Et puis, pour voter, il faut scanner le petit QR code là et choisir son poster. Et j'appelle maintenant, merci Sylvestre, j'appelle Marianne Lemay. Alors, Marianne est doctorante dans le département de médecine translationnelle et neurogénétique à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à l'IGBMC. Et elle va nous parler des variations de dosage CHD1L qui contribuent au phénotype en miroir associé au CNV1Q21.1. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marianne Lemay et je viens de soutenir ma thèse et j'ai travaillé dans l'équipe du docteur Christelle Golzio près de Strasbourg, donc à l'IGBMC. Et l'équipe du docteur Christelle Golzio s'intéresse aux réarrangements chromosomiques de type variation de nombre de copies, et notamment ces réarrangements chromosomiques impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux chez l'homme.
Donc là, j'avance. Si j'y arrive. Ok. Donc je me suis intéressée au cours de ma thèse spécifiquement... Il faut revenir. Spécifiquement sur les variations du nombre de copies de la région 1Q21 distal, qui sont donc des CNV qui vont mener à des syndromes, comme vous pouvez déjà le voir ici, donc selon 1 ou 3 copies de la région. Dans le cas de la microdélétion ou de la microduplication de cette région, les patients ont fréquemment de la schizophrénie ou des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou bien des troubles du spectre de l'autisme ou encore de la déficience intellectuelle, mais c'est très varié. Et ces syndromes sont également caractérisés par des phénotypes en miroir, donc des signes cliniques en miroir. Dans le cas de la microdélétion, on observe fréquemment de la microcéphalie et une taille corporelle qui est réduite chez les patients, alors que dans le cas de la microduplication, on observe plus fréquemment de la macrocéphalie et une taille corporelle plus élevée. Donc, c'est des CNV qui sont pièves, donc de pénétrance incomplète et d'expressivité variable. Et cette région se compose de 8 gènes à l'intérieur de la région et 2 gènes additionnels sur les sites de cassure de la région. Et on ne savait pas, parmi les gènes de la région, lesquels sont responsables des principaux phénotypes qu'on observe chez les patients. Donc l'enquête que j'ai pu mener au cours de ma thèse, c'est de déterminer quels gènes étaient associés au phénotype, et notamment ceux en miroir. Donc pour cela, j'ai utilisé des modèles in vivo, notamment le poisson zèbre, chez lequel j'ai pu surexprimer l'ensemble des gènes individuellement chez le poisson zèbre, et seul un gène a mené à une macrocéphalie, à une taille corporelle plus élevée chez le poisson zèbre, et c'est le gène CHD1L. Également, lorsqu'on a étudié des poissons zèbres mutants pour ce gène, ils sont microcéphales et de taille corporelle réduite, et c'est vraiment le seul gène de la région qui récapitule ces phénotypes en miroir. Également, selon le dosage de CHD1L chez la souris, on a montré qu'il y a plus ou moins de neurogénèse qui se met en place, qui en fait un bon candidat pour expliquer les syndromes qu'on observe chez les patients. Étant donné qu'on ne connaissait rien sur CHD1L au cours du développement humain et notamment le neurodéveloppement, j'ai utilisé des cellules souches pluripotentes humaines que j'ai pu dériver en progéniteurs de neurones et en organoïdes cérébraux. Donc j'ai utilisé des IPS qui sont contrôle et full mutantes pour CHD1L, donc elles n'expriment pas le gène. Et grâce à ces outils, j'ai pu montrer que CHD1L agit comme un cofacteur transcriptionnel qui est nécessaire dans le neurodéveloppement. Et effectivement, il va réguler des gènes impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux et qui sont connus dans le domaine. Enfin, grâce à des collaborateurs cliniciens et les données de génétique qui sont disponibles en ligne, on a identifié des individus qui sont porteurs de variations que de CHD1L et non pas de duplication ou de délétion de la région entière. Donc ces variations, ce sont soit des variations ponctuelles ou aussi des CNV atypiques. Et en fait, ils ont été trouvés chez des patients qui portent des variations anthropométriques et des troubles neurodéveloppementaux, ce qui nous conforte encore plus dans ce gène candidat. Et on a également pu tester des gènes dont on ne connaissait pas la pathogénicité chez le poisson zèbre pour en savoir un peu plus. Donc en somme, ce que j'ai pu montrer au cours de ma thèse, c'est que CHD1L est le gène candidat majeur responsable des signes cliniques des syndromes 1Q21.1, mais on sait que ce n'est pas le seul dans la région, vu que ça reste une région très complexe. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon poster, ou alors vous pouvez aussi scanner ce nouveau QR code qui va vous mener jusqu'à la publication qui vient de sortir à ce sujet. Et je vous remercie pour votre attention.